Bonjour. Si vous voulez, je peux vous expliquer ce qui se passe un peu ici. Parce qu'en fait, j'ai visité la Villa Santo Sospir en 2018. Donc l'année précisément où ces photographies ont été prises. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que ces pièces étaient vraiment pleines de peintures, bien sûr, d'objets, de meubles, mais aussi d'objets plus quotidiens, des livres. Et pourtant, malgré cette accumulation, il y avait aussi un sentiment de vide très fort dans les pièces de la villa. Et je me suis vraiment demandé à quoi ressemblait la vie quotidienne dans les années 1950. Au moment où Francine Weisweller, Jean Cocteau et Édouard Dermite vivaient là, ensemble. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu le livre écrit par Carole Weisweller, la fille de Francine, qui était une adolescente dans les années 1950. Et elle raconte vraiment très précisément la décennie telle qu'elle l'a perçue. Ce qui ressort en particulier, c'est son admiration pour Monsieur Cocteau, comme elle l'appelle. Et elle décrit très précisément toutes ces tenues, tous ces changements de tenue. Par exemple, le matin, lorsque Cocteau apparaît dans la pièce principale, eh bien, il porte un peignoir avec une cravate au nœud très serré. Et ce détail semble très important. Et justement, plusieurs décennies plus tôt, lorsque le photographe américain Man Ray raconte sa première rencontre avec Jean Cocteau, il insiste aussi beaucoup sur sa tenue. Alors, c'est un détail qui se trouve dans son livre, dans son autobiographie qui s'appelle Self-Portrait, un livre très intéressant. Et Man Ray raconte que, bon, ça se passe à un moment donné, ça n'est pas daté, la scène, à un moment donné, dans les années 1920, il rencontre Cocteau et celui-ci porte une veste d'intérieur en soie avec une cravate au petit nœud très serré. Et c'est vrai que si on observe les photographies de Man Ray de la décennie, on s'aperçoit que, bon, Cocteau n'est pas toujours en veste, mais il a toujours sa cravate. Et ce détail semble aussi assez important. Et à cette même époque, dans les années 1920, Cocteau admirait beaucoup l'élégance d'un autre artiste. Pas de Man Ray directement, mais d'un artiste qui s'appelait Barbette. Alors Barbette appartient à peu près à la même génération. Il est né au Texas, au début du XXe siècle. Et il est arrivé à Paris précisément dans les mêmes années que Man Ray, au début de la décennie des années 1920. Et Barbette, c'est un artiste de cirque, par sa formation. Aux États-Unis, il a perfectionné son art du trapèze volant. Il est aussi fil-de-ferriste. Une des particularités de son numéro, c'est qu'il l'accomplit entièrement vêtu en femme. Barbette est né Van der Clyde, donc en 1904. Et arrivé à Paris, son numéro, sous le nom de Barbette, connaît un énorme succès. Il est montré partout, au Moulin Rouge, au Casino de Paris. Et c'est à ce moment-là que Cocteau le découvre. Il est tellement frappé qu'il écrit un texte qui s'appelle « Le numéro Barbette », qui est vraiment intéressant parce que c'est une théorie du spectacle chez Cocteau, qui est une tension entre
ce monde du cirque, de l'acrobatie, qui est pour lui le vrai spectacle. Barbette risque vraiment sa vie en dansant et en sautant sur le trapèze volant, et en même temps, c'est un art de l'illusion pure. Barbette commence son numéro toujours vêtue en longue robe de bal. Dans la deuxième partie, il fait un striptease, arrive en juste au corps et là, saute sur le trapèze. Mais explique Cocteau, cette élégance de Barbette dans ses mouvements et ses tenues, c'est comme de la poudre aux yeux qui est jetée au spectateur. Elle masque finalement la difficulté des acrobaties qu'il est en train d'accomplir. Et c'est seulement à la fin, au moment du dernier appel, que Barbette s'avance devant le rideau et là retire sa perruque dans un geste signature qui était beaucoup imité à l'époque. Mais, dit Cocteau, ce n'est pas seulement le costume qui change. La transformation, c'est une transformation de tout le corps. On a même l'impression que c'est sa musculature qui change. Ses gestes, sa posture et aussi son attitude. En fait, Barbette, pour Cocteau, est un maître de la performance de genre. Alors, à cette même époque, on est en 1930, Cocteau lui donne un rôle, un petit rôle, mais si vous l'observez, vous le verrez, dans son film Le sang d'un poète. Il y a une scène qui se passe dans une loge d'opéra, et l'une des personnes en robe Chanel, qui devait être le rôle d'ailleurs de la vicomtesse de Noailles, c'est Barbette qui le tient. Et surtout, il commande une série de photographies à Man Ray. Il demande à Man Ray de photographier Barbette dans les loges au moment où il se prépare pour son numéro. Et ce qui est vraiment très intéressant dans ces images, c'est que Man Ray capture le moment de la transformation. Cette transformation fluide du féminin au masculin et inversement, qui était l'art de Barbette. À la fin des années 1930, Barbette ne monte plus sur le trapèze et il est de retour aux États-Unis. Il travaille pour le cinéma. Il travaille pour le cinéma et en particulier, il devient consultant sur le tournage de certains films. On le retrouve par exemple en 1959 sur le tournage de certains Lem Show, Some Like It Hot, la comédie avec Marilyn Monroe. Et si vous vous en souvenez peut-être, deux des personnages principaux, Tony Curtis et Jack Lemmon, doivent se vêtir en femme pendant une grande partie du film pour suivre justement la troupe de Marilyn Monroe, enfin, le personnage qu'elle joue. Et donc Barbette est le consultant en performance de genre sur ce tournage. C'est lui qui entraîne Tony Curtis et Jack Lemmon à porter robe et talons hauts. Or, 1959, c'est aussi l'année où Jean Cocteau tourne son dernier film, Le Testament d'Orphée. Alors, il n'est pas projeté ici, il s'agit d'un film qui s'appelle Villa Santos Ospire, mais juste pour vous le rappeler, au début du film, Jean Cocteau, qui tient le rôle central, celui du poète, porte un costume assez particulier. Il est vêtu en costume du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il est perdu dans le temps. Il est perdu entre les époques. Il ne sait plus où est le présent. C'est à ce moment qu'il profite de l'invention d'un professeur qui a inventé une balle temporelle qui se tire avec un revolver. Et ceci doit pouvoir l'aider à retrouver son époque. Donc le professeur tire sur Jean Cocteau. Et quand il ressuscite, il est de nouveau dans les années 1950, ce qui est rendu notable par sa tenue, puisqu'il porte sa tenue favorite de l'époque, on la voit sur beaucoup d'images, une veste en daim jaune avec une cravate au nœud très serré. Et à ce moment-là, il peut commencer son parcours initiatique. Il croise un personnage joué par Édouard Dermite, le guide, ses gestes, qui justement est chargé de lui
faire trouver son chemin dans ces épaisseurs temporelles et spatiales. Il se retrouve dans des jardins qui sont les jardins de la Villa Santo Sospir, même s'ils ne sont pas nommés. Donc ils sont tous les deux dans ces jardins. Et il y a aussi Francine Weisweller, elle est là. Elle porte en fait une robe de la Belle Époque, dessinée par Balenciaga à l'époque. Avec son ombrelle, elle lit des livres qui n'ont pas encore été publiés. Et là, Jean Cocteau demande, est-ce que c'est Athéna? Il est à la recherche d'Athéna. Non, répond Édouard d'Hermite. C'est juste une femme qui s'est trompée d'époque. Et à partir de ce moment-là, les créatures mythologiques, mi-animales, mi-humaines, commencent à envahir le film. Oui, parce que le testament d'Orphée a quand même été filmé en partie en décor extérieur. Bon, on connaît bien sûr les carrières des Baux de Provence, mais aussi la Villa Santo Sospir, c'est vraiment assez intéressant. Mais c'est aussi un film de studio, en partie. Pour certains éléments, ils ont fait au plus près, c'est-à-dire que ça a été tourné au studio de la Victorine, à côté de Nice. Vous voyez. Alors aujourd'hui, c'est plutôt quand même utilisé pour la télévision, beaucoup moins pour le cinéma, mais à l'époque, c'était très actif. Et jusqu'aux années 1980, il y avait beaucoup de productions qui se passaient là-bas. Une des dernières grosses productions, c'est 1986, avec le film qui s'appelle Under the Cherry Moon. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film qui a été réalisé par Prince. Prince, le chanteur, musicien, compositeur de Minneapolis. Parce qu'en fait, Prince avait eu beaucoup de succès avec son film précédent, Purple Rain. Et donc, il avait plus ou moins carte blanche. Il voulait absolument tourner sur la Côte d'Azur. Et quelque chose qui change un peu d'époque. Il voulait quelque chose dans une atmosphère années 30. Années 20-30, une atmosphère de fête comme ça, continuelle. Et à ce moment-là, il décide donc d'écrire ce film où il se donne le premier rôle, celui d'un musicien. Ce musicien va de fête en fête, de villa en villa. Il est un peu gigolo. Et surtout, il séduit vraiment tout le monde autour de lui.
je ne sais pas combien il y a de changements de costumes dans le film, mais c'est assez impressionnant. Il passe de boléro à sequins, avec des ensembles en dentelle, des combinaisons avec des décolletés dans le dos, des costumes blancs immaculés. Et la scène centrale, je vous le résume, hein, mais la scène centrale se passe vraiment devant une villa qui ressemble un peu à celle-ci. Ça pourrait vraiment être ici, sauf qu'il y a la vue sur la mer. Mais ça pourrait être aussi, sinon, les jardins de la villa Santo Sospir. Pas la villa elle-même, l'architecture est très différente. Mais les jardins, ça ressemble. Et les jardins, comme aux grandes heures de la villa Santo Sospir, sont vraiment remplis de monde. Il y a une énorme fête. L'histoire dit que c'est ce qui a englouti une bonne partie du budget du film. Je crois qu'il y a même un éléphant, enfin il y a des centaines de figurants, et ils font vraiment la fête. Ça a duré plusieurs jours, le tournage. Le personnage, joué par Prince, au milieu de cette foule énorme, finit par apercevoir son véritable amour. C'est une comédie romantique, qui n'a pas été très bien reçue par la critique à l'époque. Mais la musique, par contre, a fait assez date. C'est un album qui contient notamment le titre Kiss, un de ses plus connus. L'album s'appelle Parade. Et c'est justement le titre qu'avait donné Cocteau à son ballet en 1916. Le fameux ballet sur la musique d'Eric Satie avec les costumes de Pablo Picasso. Moi, c'est un album que j'ai beaucoup écouté. Mais en 2018, quand j'ai visité la villa Santo Sospir, j'ai décidé de le donner à la villa. Donc je l'ai caché sur un des côtés de la cheminée, où il y a les grands personnages, les grands pêcheurs et la figure mythologique au milieu. Je l'ai caché dans les étagères, au milieu des livres. Et j'espère en tout cas qu'il s'y trouve encore. I love you, baby. I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Vous êtes très belles, mama, girls and boys. I love you, baby. I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Vous êtes très belles, mama, girls and boys. Merci. Bonjour. Alors si vous voulez, je peux vous expliquer un peu ce qui se passe, ou plutôt ce qui s'est passé. Parce que moi, je suis allée à la Villa Santo Sospir il y a quelques années, en 2018, avec Louise. Et cette villa, donc vous le savez, elle appartenait à Francine Weiswiller, et elle a été occupée par Jean Cocteau et Édouard d'Hermite pendant de longues années. Mais moi, c'est une pièce qui m'avait attirée particulièrement, et c'est celle qu'on voit sur cette photo. C'est pas la pièce la plus impressionnante, c'est pas la pièce qui a le décor le plus extraordinaire, mais c'est une pièce dans laquelle on voit que ça a été habité, occupé, et qu'on a passé du temps à lire. Donc cette pièce-là, c'est la chambre d'Édouard d'Hermite. Alors, Édouard d'Hermite, de toute cette histoire, moi, c'est le personnage que je trouve presque le plus intéressant. C'est celui qui n'était pas fait pour être ici, en fait. C'était un mineur de Lorraine, mais qui avait envie de devenir artiste. Il a toujours aspiré à l'art, et il ne vivait pas dans un monde dans lequel c'était possible, accessible, même imaginable. Et donc, un jour, il est allé à Paris pour aller à un salon de dessin pour pouvoir essayer de répondre à son aspiration, son ambition. Et c'est là, dit-on, qu'il a rencontré Jean Cocteau. Et Jean Cocteau aurait été fasciné par lui immédiatement, et ça aurait été un coup de foudre réciproque. Et à partir de là, ils se sont en quelque sorte plus beaucoup quittés,
Mais ce qui est intéressant, c'est que l'anecdote nous dit que Cocteau lui a proposé d'abord de venir être jardinier dans sa maison de campagne à Milly-la-Forêt. Donc jardinier, ce n'était pas ce à quoi aspirait Édouard d'Hermite, mais c'était autre chose que d'être mineur. Donc il a accepté. Et il s'est mis à s'occuper du jardin, à s'occuper des fleurs, à les regarder de plus en plus. Et c'est peut-être aussi de là qu'est venue sa passion pour la peinture de fleurs, parce que c'est ce qu'il faisait le plus en fait. Il peignait des fleurs, et il dit que sa fleur préférée, c'est la fleur d'hibiscus, qui, dans les connaissances anciennes, était une fleur qui permettait de passer d'une vie à l'autre, d'une époque à l'autre, peut-être d'un espace à l'autre. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant, quand on regarde un petit peu la bibliothèque d'Édouard d'Hermite, c'est de voir qu'il avait des centres d'intérêt très larges, très vastes. Il était acteur, en fait. C'est ça qu'il a fait le plus à partir de ce moment-là, parce que Jean Cocteau a réussi à convaincre Jean-Pierre Melville que c'était lui qui devait jouer le rôle de Paul dans Les Enfants terribles. Donc il est venu jouer le rôle de Paul dans Les Enfants terribles. Ça a été tourné dans les studios de la Victorine, à Nice, juste à côté d'ici. Et ça a un peu lancé sa carrière d'acteur, que son physique, qui correspondait parfaitement à l'idéal de beauté des années 40-50, a permis de faire le reste. Mais ce qui s'est passé à la Victorine pendant le tournage, c'est qu'ils ont rencontré donc la propriétaire de cette maison, Francine Weiswiller, une grande bourgeoise, grande amatrice d'art, qui les a invités à venir dans sa maison. Et donc on était en 1949 pendant le tournage, et en fait ils y sont restés de manière quasiment ininterrompue jusqu'en 1962. Donc ça a été une histoire d'amitié, d'échange intellectuel et d'amour. Même si ce trio, Francine Weiswiller, Édouard d'Hermite et Jean Cocteau, était quand même marqué par les origines différentes de ces personnages. Et Édouard d'Hermite, je pense, dans ce trio, subissait à la fois ce qu'on appellerait aujourd'hui un mépris de classe, il n'était pas de la même classe que les autres, et de la part de la communauté artistique autour, une sorte de préjugé homophobe qui voulait qu'il soit simplement l'amant de Jean Cocteau et qu'il ne soit pas reconnu pour ses aspirations artistiques. Donc voilà, au milieu de tout ce marasme-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'Édouard d'Hermite, ce qui l'intéressait le plus, et là où il a trouvé un échappatoire, c'est en peignant des fleurs, en s'occupant du jardin et en lisant des livres sur l'ésotérisme. Parce que dans sa bibliothèque, qu'on voit ici, il y a surtout des livres ésotériques qui racontent des voyages sur différentes planètes, des histoires de réincarnation et de passage d'une dimension à une autre. Donc moi, quand j'y suis allée, j'ai commencé à lire un peu ces livres, et il y en a un qui m'avait frappée, c'est un livre qui s'appelle « J'ai vécu sur 2 planètes ». Donc c'est littéralement un livre qui parle d'un personnage, Philos, qui voyage de planète en planète, mais qui voyage aussi d'une vie à l'autre. Parce qu'en fait, j'ai fait quelques recherches après et j'ai vu que ce livre avait été écrit, je ne le connaissais pas avant de l'avoir trouvé dans la bibliothèque d'Édouard d'Hermite, mais ce livre avait été écrit par T.S. Oliver, qui était un théosophe qui a écrit ça dans les années 1880. Et donc, les théosophes, c'est une communauté spirituelle, on peut dire, qui vient de l'occultisme et de la pratique du spiritisme, des médiums et tout ça, mais qui a développé une théorie qui permettait de rassembler toutes les religions de l'époque, le christianisme, le judaïsme, l'islam et l'hindouisme. Et l'idée, c'est qu'on se réincarne, et à chaque réincarnation, l'âme peut occuper non seulement différentes vies, différentes personnes, mais aussi différentes planètes. Et dans « J'ai vécu sur 2 planètes », c'est quelqu'un qui vient de Vénus, une civilisation un peu plus évoluée que la nôtre, et qui vient sur Terre pour apporter aux terriens des connaissances sociales, philosophiques, scientifiques qui seront utiles aux terriens.
Et je pense que c'est intéressant, si vous avez ça en tête, de regarder un petit peu l'iconographie qui était chère à Cocteau, qu'on voit dans la Villa Santo Sospir, en pensant que tous ces gens lisaient sans doute beaucoup de livres d'ésotérisme à ce moment-là, et prenaient aussi beaucoup de substances psychotropes. On peut peut-être changer de pièce pour voir la suite. Vous pouvez vous rapprocher, hein, n'hésitez pas, parce que vous pouvez comme ça regarder la photo de... Ça, c'est la chambre de Francine Weiswiller. Et donc, nous, quand on l'a visitée, c'était à ce moment-là. Donc, il y avait encore pas mal d'objets. Je ne sais pas comment est-ce que c'est maintenant. Les livres, les placards étaient pleins. Et on a pu passer quand même pas mal de temps à regarder, à fouiller et à essayer de s'imaginer un peu qu'est-ce que c'était que la vie quotidienne là-bas. Et il y a aussi un livre qui nous avait aidés. C'est le livre qu'a écrit la fille de Francine Weiswiller, Carole Weiswiller, qui raconte un petit peu son enfance, son adolescence, voilà, de ses yeux à elle, par rapport à tout ce qui se passait à ce moment-là. Et la dimension ésotérique, elle est aussi présente. Carole, c'était une adolescente, et donc elle raconte que, comme beaucoup d'adolescents, elle faisait des séances de spiritisme, et donc elle parlait avec les guéridons, avec les tables, et elle leur posait des questions de son âge, comme est-ce qu'un tel, une telle est amoureux d'une telle, et la table répondait oui, non, est-ce que machin va m'inviter à aller danser, oui, non, ce genre de choses. Et ce qu'elle dit, et qui est assez frappant, c'est que quand elle faisait ces séances de spiritisme avec ses amis, Cocteau souvent débarquait dans la salle et leur disait d'arrêter tout de suite. Donc il disait que ça faisait trop de bruit, mais il disait aussi que cela risquait de réveiller des esprits malfaisants. Donc, ces petites pratiques adolescentes faisaient planer la crainte de choses plus dangereuses. Bon, et je me souviens qu'à ce moment, j'étais là, je lisais de la théosophie, j'essayais d'imaginer les séances de spiritisme là, et j'ai commencé à lire d'autres livres ésotériques, mais plus contemporains. Et il y a un livre qui m'était tombé dans les mains, qui est un livre qui a été écrit par un footballeur britannique, un ancien footballeur britannique qui s'appelle David Icke, et qui, donc de sa pratique du football, en est venu à écrire des livres sur les voyages entre les planètes. Changement un peu de carrière, et il a eu pas mal de succès avec ça. Et j'avoue qu'au début, je lisais ça de manière assez innocente, parce que David Icke raconte, par exemple, qu'il y a deux planètes qui sont un peu jumelées. C'est une planète où vivent nous, en fait, donc des descendants des primates qui, petit à petit, ont évolué vers une apparence comme ça, bipède, et une autre planète qui a eu une évolution un peu parallèle et où vivaient, par contre, des descendants des reptiles qui sont petit à petit devenus bipèdes et donc qui sont des sortes de reptiles intelligents, plus évolués que nous, un peu comme dans le livre d'Edward Hermite, et donc qui viennent sur la Terre pour nous apporter des connaissances scientifiques plus évoluées. Le problème, c'est qu'au début, on pourrait se dire que c'est un échange diplomatique sympathique, mais assez vite, dans les livres de David Icke, ça devient le prétexte à décrire une sorte de complot de ces extraterrestres reptiliens qui, comme ils sont plus intelligents, en profitent pour prendre le contrôle sur la planète Terre. Voilà, tout ça avait l'air quand même assez innocent, mais c'était en 2018. Ça l'était peut-être pas déjà autant à ce moment-là, mais ça l'est devenu vraiment pas après 2020, parce qu'entre-temps, il y a eu le confinement, la pandémie et une explosion des théories conspirationnistes. Et David Icke est vraiment rentré de plein pied là-dedans. Et il y a eu quand même beaucoup de théories qui ont pullulé à partir de ça, expliquant que les reptiliens avaient créé le Covid-19 pour pouvoir nous infecter, mettre fin à l'humanité ou d'autres choses. J'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit,
que si j'y retournais maintenant à la Villa Santo Sospir, j'irais peut-être fouiller un peu plus dans les placards, voir ce qu'il y avait entre les livres, pour voir s'il n'y avait pas vraiment des esprits un peu plus malfaisants que je ne le pensais qui habitaient cette maison. Je reviens tout de suite parce qu'il y a un placard là aussi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le dernier film de Jean Cocteau a été tourné en partie dans cette villa, la Villa Santo Sospir. Et c'est un film qui est un testament artistique, qui s'appelle le Testament d'Orphée, qui raconte le parcours du poète, qui n'est autre que Jean Cocteau. Mais c'est aussi un film assez mystérieux, qui joue du voyage entre les époques et les espaces-temps. Dans le film, le poète meurt, se réveille et est conduit dans un cycle de réincarnation dans lequel il est guidé par un esprit, ses gestes, qui est joué à l'écran par Édouard d'Hermite, lui-même, l'amateur d'ésotérisme. Et vous vous en souvenez peut-être, il croise dans ce chemin des personnes qui ont vécu au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, mais aussi des dieux romains, grecs ou égyptiens, mi-humains, mi-animaux. Et ce qui est intéressant, c'est que la pensée magique, la pensée mythologique se combine avec des effets de cinéma. Par exemple, souvent ça ralentit au moment où il y a un voyage entre deux espaces. Et après, il y a un retour en arrière, au sens figuré, mais aussi au sens littéral. Et router.